Bonjour et bienvenue dans l'émission À Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, le thème est la surdité, une renaissance grâce à la chirurgie robotisée. La déficience auditive se traduit par une diminution partielle ou totale de la capacité à entendre les sons, mais aussi par une modification de leur perception. Plus de 7 millions de personnes reconnaissent avoir au moins une déficience auditive, soit 11,2% des Français. Pour parler de ce sujet sur le plateau d'A Tout Santé, nous accueillons nos invités, le docteur Yann Nguyen, chirurgien ORL. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Christelle Moya-Garcia, qui est sa patiente. Bonjour. Bonjour Christelle, bienvenue. Docteur Isabelle Monnier, chirurgien ORL spécialisé en otologie. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné aussi de Stéphane Mazaleg, ingénieur produit. Bonjour. Alors docteur Nguyen, juste pour commencer et planter le décor, qu'est-ce que la surdité ? Alors la surdité, c'est une atteinte d'un sens, le sens de l'ouïe, donc un trouble de l'audition. Quels sont les différents degrés de surdité ? Suivant la profondeur de la surdité, on parle de surdité légère, modérée, sévère ou profonde, et différentes parties de l'organe de l'audition peuvent être touchées. Ça peut être soit l'oreille externe, le pavillon, l'oreille moyenne, le tympan ou la chaîne des osselets, ou la partie interne de l'oreille qu'on appelle la cochlée. Et quelles sont les causes de ces pertes d'audition ? Elles sont très nombreuses. Il y a premièrement des causes qui sont naturelles, puisque avec l'âge, on perd des cellules ciliées dans l'organe de l'audition. Donc l'audition évolue avec le temps, et plus l'on vieillit, moins on entend. Et à côté de cela, il y a plein de causes qui peuvent arriver, des causes infectieuses, des causes génétiques ou des traumatismes. Donc les causes sont très nombreuses. Merci. Alors dans le reportage qui suit, nous allons à la rencontre de Christelle qui est atteinte de surdité. C'est un reportage qui nous est proposé par Laurent Henry et Lisa Martens. Il est apparu au cours des 20 dernières années, en termes de développement de technologie et d'innovation chirurgicale, que la robotique est une technologie d'intérêt, puisqu'elle permet d'améliorer la gestuelle et la précision des gestes de la main du chirurgien. Notre chirurgie demande une grande dextérité, et donc en cela, elle est limitée par les capacités de la main humaine. L'avantage du robot, c'est qu'il ne tremble pas et qu'il n'est jamais fatigué. Quand je rencontre un patient et que je lui explique que je vais utiliser le robot pour l'opérer, je le rassure, c'est toujours le chirurgien qui est aux commandes, qu'à aucun moment le robot n'opère seul. En 2011, j'avais 35 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à faire un premier test auditif parce que je faisais beaucoup répéter les gens. En 2014, j'ai refait un test. Et là, on m'a dit qu'il fallait mettre un appareil. De toute façon, moi, j'arrivais plus à vivre comme ça. Ça a été un petit peu mieux avec les appareils. Et après, ça a recommencé à aller de moins en moins bien. Et puis, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui s'était fait opérer de l'autospongiose. Je suis venue le 14 novembre dans le cabinet du docteur Nguyen. Il m'a annoncé qu'il avait une surprise de détecter l'autospongiose. Quand il m'a parlé du robot, je crois que j'ai décidé de faire absolument confiance et de me dire que ça ne peut pas être pire que ce que j'étais en train de vivre. J'ai commencé à réentendre 10 jours après, alors qu'on m'avait pas encore enlevé la mèche. J'entendais déjà des sons. Quand on me demande si ça va, j'ai l'impression de vivre une renaissance, de revivre, que cette opération change tout à fait mon quotidien et ma vie en général. Je suis tellement heureuse d'avoir trouvé cette solution et je vais très confiante vers l'opération de la deuxième oreille, parce que si ça peut me remettre sur pied pour pouvoir communiquer avec tout le monde, c'est parfait. C'est un vrai renouveau. Je vous voyais sourire pendant le reportage. Je pense que vous êtes heureuse aujourd'hui. J'ai l'impression que vraiment ça vous a changé la vie. Ouais. Et si on repart quelques années en arrière, c'était difficile. Est-ce que vous en parliez souvent à votre entourage? Comment vous êtes arrivé à ce chemin et vers la chirurgie? Comment c'est arrivé? Racontez-nous. Vers la chirurgie, c'est parce que j'en parlais forcément. J'en parlais parce que de toute façon, ça isole terriblement. Enfin, on entend plus ce que les gens disent. Donc, au bout d'un moment. Et donc, en parlant, en 2018, j'ai connu quelqu'un qui s'est fait opérer de l'autospongiose. Et c'est comme ça que j'ai demandé oui, c'était fait opérer. Et j'ai cherché et j'ai pris rendez-vous chez le docteur Nguyen, parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Je voudrais faire un scanner. On ne m'avait pas fait du tout ça, moi, avant. On m'avait J'avais proposé de faire un scanner et un IRM, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Au point où j'en suis, j'aimerais trouver une solution. Allons au bout. Et quel type de surdité vous aviez ?
Une surdité de transmission. Transmission, docteur, vous confirmez? Tout à fait. D'accord. Alors, docteur Monnier, comment se caractérise la déficience auditive? Alors la déficience auditive se révèle souvent, la plupart du temps, c'est progressif chez des sujets. Souvent d'ailleurs, ils ne s'en rendent pas forcément compte. C'est l'entourage qui peut alerter le patient qu'il entend de moins en moins bien parce qu'il met la télé plus fort. Ou chez les sujets âgés, ils déclarent que leurs petits-enfants parlent moins bien, articulent moins bien. Et c'est insidieux. C'est ça un peu le piège de ces surdités évolutives. On ne s'en rend pas compte. Voilà. Est-ce qu'il existe une population cible pour la surdité? Alors bien sûr, plus on vieillit, comme l'a dit le docteur Nguyen, plus on perd des cellules ciliées, mais ça peut être aggravé par exemple par des causes génétiques, même chez l'adulte. Sûrement d'ailleurs méconnues, on va sûrement découvrir davantage dans les années qui viennent. Et puis tous les patients qui sont exposés au bruit dans leur métier, c'est une population aussi chez qui... Mais ça peut arriver à tout âge en fait. À tout âge. Alors c'est plus fréquent avec l'âge, puisque chez les gens de plus de 80 ans, pratiquement 80% de la population a une surdité. D'accord. Ouais. Et comment on le détecte en fait? Quels sont les... Alors on le détecte par ses symptômes. Il peut y avoir aussi des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements d'oreilles. Parfois c'est aussi de bilan de vertige. Et pour le diagnostic, on fait ce qu'on appelle un test audiométrique. C'est l'ORL qui fait ça dans une cabine où on met un casque et on envoie des sons et on fait répéter des mots. Et en un quart d'heure, on peut faire le diagnostic de surdité. À quel moment on doit venir vous consulter? Dès lors qu'il y a les premiers symptômes. Il ne faut surtout pas attendre parce que plus on attend, plus on s'isole, comme vous l'aviez bien rapporté, on déprime, ça retentit aussi sur les fonctions cognitives et c'est de plus en plus difficile à traiter. Donc au plus tôt on va consulter, au mieux c'est. Alors docteur Nguyen, est-ce qu'on a plus de déficience aujourd'hui auditive ou c'est plutôt en baisse? Quelle est la tendance? Alors, on les diagnostique mieux, on les dépiste mieux, puisque les problèmes d'audition sont devenus un sujet de santé majeur, courant. Et donc, clairement, on dépiste mieux. Il y en a plus, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on vit dans une société et un environnement qui est plus bruyant. Donc il y a des traumatismes sonores qui sont plus fréquents qu'il ne pouvait y avoir par le passé, donc l'audition est plus altérée. Le fait que les enfants soient toujours connectés dans les oreilles, avec tout à fait, l'usage des baladeurs, mais même aussi les bruits de l'environnement, tout simplement les bruits de la ville. Quelles sont les évolutions et les risques qu'on peut rencontrer? Sur l'audition? Oui, sur les troubles de l'audition. Alors, comme l'a dit le docteur Monnier, le principal risque d'un trouble de l'audition, c'est un handicap de communication et donc un isolement social, mais ça va être pour un enfant des troubles, des retards d'acquisition du langage, des troubles d'acquisition des compétences à l'école. Pour les sujets d'âge moyen, des problèmes d'évolution de carrière, des problèmes d'insertion professionnelle. Et pour les sujets âgés, des problèmes d'isolement, tout simplement. Est-ce qu'il existe des moyens de prévenir la surdité? Est-ce qu'on peut l'anticiper ou... Non, il n'y a pas de moyen de prévenir la surdité, si ce n'est de bien protéger ses oreilles et de ne pas les soumettre à des traumatismes. Autrement dit, utiliser des protections auditives dès que l'on est soumis à une intensité sonore élevée. Alors, docteur Monnier, quelle est la panoplie d'outils qui sont à notre disposition pour traiter la surdité avant la chirurgie? Alors, tout dépend du type de surdité. Quand c'est une surdité liée au tympan et aux osselets, ça peut s'opérer, soit dans le cas d'une otospongiose, soit des séquelles d'otite chronique. On peut réparer un tympan, changer un osselet, et ça donne très souvent de très très bons résultats. Lorsqu'il y a une surdité qui touche l'oreille interne, dans l'immense majorité des cas, là, il faut avoir recours aux prothèses auditives qui ont maintenant fait beaucoup d'évolutions. Ce sont des prothèses bien sûr réglées de façon numérique, très précises. Ce sont les audioprothésistes qui règlent ça, adaptées au type de surdité. Christelle, avant d'avoir eu recours à la chirurgie, quel type de traitement vous avez Des appareils auditifs. Pendant 4 ans, plus ou moins, j'en ai porté. Mais comme ma maladie était dégressive, au début, ça allait mieux avec les appareils auditifs, mais très vite, malgré les appareils, ça n'allait pas. Ça diminuait, donc vous n'arriviez pas à entendre. Aujourd'hui, quel est l'impact sur votre vie? Une renaissance, vous dites, une renaissance? Déjà, sans appareil, je réentends un tas de sons, ne serait-ce que le son de l'eau. J'imagine la prochaine fois que je vais aller à la mer et pouvoir aller me baigner sans appareil et entendre la mer. Enfin, je ne sais pas, c'est toutes ces choses que je réentends, donc c'est une renaissance en fait. Une renaissance exceptionnelle. Vous ressentez sur chaque patient
cette sensation de renaissance, docteur Nguyen? Oui, alors tous les patients ont un vécu différent hein, de leur surdité, mais les patients qui sont restés longtemps avec une audition, une surdité sévère et encore plus ceux qui ont une surdité profonde, lorsqu'on peut leur redonner de l'audition, que ce soit par un appareil, une chirurgie ou un implant cochléaire, ça leur change, oui, ça leur change la vie, très clairement. À quel moment vous préconisez la chirurgie? Ça dépend de l'origine de la surdité. Toutes les surdités ne peuvent pas être opérées. Donc c'est vraiment le diagnostic qui va faire porter l'indication de chirurgie ou non. Alors il y a une question des téléspectateurs. Frédéric de Salon, existe-t-il une prédisposition génétique? Oui. Complètement. Ce téléspectateur a raison. Il y a des maladies génétiques qui vont toucher certaines parties de l'oreille interne et qui vont entraîner des surdités, soit dès la naissance, soit au cours de la vie, avec des surdités qui surviendraient plus précocement. Merci pour ces échanges. Nous allons passer à la rubrique pédagogique et nous allons répondre à la question « Pourquoi faut-il baisser le son ?» avec Thomas Josse, chroniqueur et spécialiste de réseaux sociaux dans le secteur de la santé. Pas besoin d'utiliser un marteau-piqueur ou d'aller en boîte de nuit pour mettre en danger l'audition. Un casque de musique avec le volume à fond fait des dégâts dès 5 minutes par jour. Concert, boîte de nuit, baladeur. Force est de constater que la loi du tout à fond prévaut en matière de bruit de loisirs. Les baladeurs voient leur volume de sortie maximal fixé à 100 décibels par le Code de santé publique, soit le niveau sonore d'une perceuse. Imposé à nos oreilles plus de 5 minutes par jour, il peut engendrer des troubles auditifs durables. Dans les transports en commun, la tentation est grande de pousser le volume au maximum pour couvrir le bruit extérieur. Une fois une cellule auditive morte, elle ne se régénère plus jamais naturellement. Les jeunes s'exposent également à d'autres risques. Concerts de rock, boîtes de nuit, bars ou restaurants bruyants, ces lieux dépassent les 110 décibels. À ce seuil, les cellules auditives commencent à se détruire dès quelques secondes. D'après un récent sondage Ipsos, 40% des jeunes adultes, entre 15 et 45 ans, règlent le volume au maximum. Et que 8 sur 10 ont déjà souffert d'oreilles cotonneuses, d'acouphènes, de douleurs dans l'oreille et d'hypersensibilité au son. Pour protéger vos oreilles, mieux vaut donc baisser le volume de vos musiques et vidéos. Les casques sont meilleurs pour votre santé auditive que les écouteurs. En boîte, n'hésitez pas à porter des bouchons en mousse ou silicone qui peuvent baisser les décibels reçus de 10 à 35 décibels. Merci Thomas pour ces indications. Alors nous allons maintenant parler dans Atout Santé du robot utilisé pour opérer de la surdité. Avant d'aller plus loin sur le sujet, nous sommes allés dans le laboratoire suivre une opération avec l'équipe du docteur Nguyen qui a opéré un patient avec un robot, un reportage de Laurent Henry et Lisa Martins. Lorsqu'on opère des patients qui ont des problèmes d'audition, lorsqu'on souhaite opérer leur oreille moyenne ou leur oreille interne, les espaces dans lesquels on travaille, le site opératoire, est de très petite taille. Le patient est endormi, c'est des opérations qui se font sous anesthésie générale, systématiquement. Le robot peut être utilisé de deux manières. Soit il peut nous aider à tenir un endoscope, donc à tenir une caméra que l'on va introduire au contact de structures très fragiles de l'oreille moyenne avec une grande stabilité, une grande maîtrise des gestes de cette caméra. La deuxième manière pour laquelle on l'utilise, c'est en combinaison avec un microscope. Et cette fois-ci, le robot va tenir des instruments avec une très grande précision. Si on peut avoir des assistants qui nous permettent d'obtenir une gestuelle chirurgicale plus précise, plus vite, on pourrait réduire la courbe d'apprentissage de cette chirurgie qui est longue et difficile à acquérir. C'est une innovation qui ne relève pas uniquement du médecin et du chirurgien, mais c'est une innovation où tous les corps de métier et toutes les nouvelles technologies entrent en jeu. Sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités Yann Nguyen, médecin ORL, accompagné de sa patiente Christelle Moya-Garcia, docteur Isabelle Monnier, chirurgien ORL, et Stéphane Mazaleg, ingénieur
en chef du robot. On va en parler dans quelques instants. Docteur Nguyen, on vous parlait beaucoup d'innovation. Depuis combien de temps a été conçu ce robot et dans quel contexte? Alors c'est un projet qui a été débuté en 2006. On est parti d'une feuille blanche et il résulte d'une collaboration entre des chercheurs, des médecins et un industriel qui nous a aidé à monter ce projet. Et depuis combien de temps maintenant on opère avec ce robot? Ce robot a pu obtenir un marquage CE en 2016, mais on a opéré les premiers patients en février 2018. D'accord. Et alors quel est l'intérêt de ce robot en particulier? Il nous assiste pendant la chirurgie. Donc, soit il nous tient les instruments, soit il nous tient des caméras et il supprime notre tremblement, il augmente la précision de notre gestuelle pour augmenter la qualité de l'intervention chirurgicale. Alors, Monsieur Mazaleg, quelles sont les fonctionnalités de ce robot et aussi combien de temps a pris la fabrication donc industrielle? Alors, comme vient de le dire le docteur Nguyen, le robot a commencé en 2006. Donc on peut dire qu'il y a eu 11 ans de maturation pour arriver à un marquage CE. Depuis, il est mis donc dans les blocs opératoires pour pouvoir opérer les gens. Ces fonctionnalités, en fait, elles vont augmenter avec le temps. Elles ont commencé par tenir un instrument, ensuite une optique. Ensuite, on arrive à porter un porte-électrode pour un implant cochléaire. Et on peut imaginer, dans les quelques années, faire de la thérapie génie en apportant des produits et des substances dans l'oreille interne. Est-ce que ce robot a des limites? Oui, il a des limites. Ces limites sont données par le cahier des charges, tout bonnement. On doit travailler dans l'oreille, donc on a un robot qui doit être petit, maniable, ergonomique. On ne pourra pas lui demander de porter une charge de 10 kg, puisqu'on lui demande d'être précis à 5 microns près. Combien d'hôpitaux aujourd'hui utilisent ce robot? 3. La Pitié-Salpêtrière, le CHU de Liège et l'hôpital de Shanghai. Alors, docteur Nguyen, comment réagit un patient quand vous lui annoncez que vous allez l'opérer avec un robot? Ah, la plupart sont ravis, ils sont enthousiastes parce qu'on leur explique... Il faut de la pédagogie quand même pour qu'ils deviennent Oui, enthousiastes. alors la première chose, c'est de bien leur expliquer que le chirurgien est aux commandes et que le robot assiste le chirurgien et qu'en aucun cas ils sont opérés par une machine. Donc ça, c'est la première chose. On est toujours responsable, on est toujours au contrôle aux manettes. Après, quand on leur explique tout simplement la manière dont se déroule la chirurgie, ils comprennent assez simplement qu'avec un robot, on gagne en précision et plus on est précis, plus on a de chances de réussir l'opération. Christelle, comment vous avez réagi, vous, à cette annonce que vous alliez être opéré par un robot au départ, la première fois? Je pense que j'ai fait confiance. Je me suis dit effectivement qu'il y aurait probablement moins de tremblements ou ce genre de choses. Et c'est tellement contente de me faire opérer et que ça s'améliore qu'en fait, je me suis dit allons-y. Et comment s'est déroulée cette opération? C'était un ambulatoire? C'est un ambulatoire, donc c'était anesthésie générale. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu le robot, je l'ai découvert dans votre reportage. Mais oui, ça s'est bien passé. Et puis je me suis réveillée. Et puis il y a une petite semaine, pendant la première semaine, je n'ai rien entendu. Et c'est après, à partir d'une semaine, que j'ai commencé à réentendre des sons. Comment on pourrait rassurer les téléspectateurs qui auraient peut-être un doute quand on leur exprime une opération avec un robot? Avec vos mots? Avec mes mots, enfin, moi, j'ai pas de doute. J'ai fait opérer. Pour le coup, je vais y retourner dans 10 jours. Je me fais opérer l'oreille droite. Et si ça se passe aussi bien que l'oreille gauche, ma foi, voilà, il faut avoir confiance. Confiance. Docteur Monnier, je sais que vous opérez déjà avec ce robot. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres innovations encore pour l'avenir de la médecine pour ces techniques-là? Les innovations majeures qui vont arriver, Stéphane Mazaleg l'a abordé, c'est le traitement des surdités avec des traitements soit des thérapies géniques, soit des médicaments, et ça va permettre un abord en sécurité sans dégrader l'audition qui reste pour essayer de restaurer ou d'éviter une aggravation d'une audition. Et ça, c'est l'avenir dans les années qui viennent. Ça va être formidable. Est-ce que l'expérience patient vous est utile, vous, pour faire progresser le robot? Indirectement, oui, puisqu'en fait, l'équipe médicale on va dire, collecte les données via des études cliniques et on se sert des études cliniques pour améliorer le produit. Merci à vous tous d'avoir été sur le plateau d'Atout Santé. Pour finir notre émission, nous allons retrouver Lisa Martins dans une chronique sur la surdité de Beethoven. Comment la surdité de Beethoven a sculpté sa musique? Près de 200 ans après sa mort, la surdité de l'auteur et l'impact sur son œuvre passionnent. Comment un musicien peut-il ne plus posséder le sens que l'on imagine le plus important pour lui?
Le talent de Beethoven n'a en aucun cas diminué face à l'importance croissante de sa surdité. L'évolution du déficit auditif s'est traduite dans les partitions du compositeur par une moindre utilisation des notes aiguës. Il a souffert de sa surdité au point de s'isoler de peur que ses ennemis apprennent son mal. Certains l'ont jugé hautain, froid, distant, alors que l'homme n'entendait plus et n'avait que la musique comme raison de vivre. En 1824, lors de la représentation de la 9e symphonie à Vienne, il était totalement sourd. Sa surdité ne l'a pas empêché de continuer à composer et l'auteur a eu toujours de grands projets d'envergure. Quelques mois avant son décès, il venait d'achever sa 10e symphonie, un chef-d'œuvre à jamais perdu. Merci Lisa. Alors on va souhaiter une bonne continuation à nos invités. On remercie le docteur Nguyen, Stéphane Mazaleg, le docteur Monnier et Christelle d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Atout Santé. C'est la fin de l'émission Atout Santé. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout en France et en Belgique. Vous pouvez suivre l'émission sur YouTube Atout Santé, nous envoyer des commentaires, des messages sur Facebook, Twitter Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.